Bonsoir tout le monde. Un énorme coup de cœur pour Zénab, un roman déroutant par sa forme, émouvant par une histoire servie en trois niveaux de narration. C'est beau, c'est poignant. Sonia a écrit de prime abord, ce livre déroute par sa structure audacieuse, un roman à trois voix, sans chapitres, mêlant vers libre et prose classique. Le potentiel dramatique de cette histoire se distille peu à peu, lentement, sûrement, porté par un rythme à la fois sobre et fluide, où se mêlent poésie, prose et Mozart. Un roman absolument brillant et original pour Hélène, une lecture qui l'a beaucoup touchée et fait réfléchir. Nos lecteurs sont donc presque unanimes pour dire que La Petite Bonne est un roman surprenant dans sa forme et d'une extrême délicatesse malgré un sujet bien sombre. Personnellement, pour moi, certains passages auraient été insoutenables si ce n'était toute la poésie qui se dégage d'une écriture en vers et d'une mise en page aérienne, alternant la forme, les personnages et les époques. Le résultat est parfois, comme l'ont dit mes copines, déroutant, mais souvent saisissant. Bérénice Pichat, bonjour. Bonjour. Avant de faire les présentations, une question nous vient à brûle-pourpoint et c'est Lilia qui va la poser. Bonjour Bérénice. Bonjour. Donc, quand j'ai lu votre livre, ça m'a fait penser à un tricot, vraiment. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une prose, un vers, du texte, un poème, tantôt aligné à gauche, tantôt aligné à droite. C'était vraiment, ça m'a vraiment fait penser à un tricot. Et la première question que je me suis posée, c'est comment vous êtes venue cette idée? Parce que c'est vraiment tout à fait original. Je crois que c'est le premier roman, c'est pas je crois, c'est le premier roman que je lis qui est écrit de la sorte. Et est-ce que vous pensez justement que cette façon d'écrire a participé au succès du livre? Alors merci pour cette question. C'est vrai que c'est intéressant la comparaison avec le tricot. Moi, je dis souvent que j'ai tressé en fait mes personnages comme il y a trois voix, que je les ai entrelacés comme une tresse. Mais effectivement, l'analogie avec le tricot, pourquoi pas? Euh, Tout a démarré avec le vers libre en fait. Je me suis essayée à écrire en vers libre à la façon de Joseph Pontus. Je ne sais pas si vous connaissez À la ligne, feuillet d'usine de Joseph Pontus, Non. qui est un petit ouvrage formidable que je vous invite à découvrir. Une fois qu'on a lu ce livre-là, on n'est plus tout à fait pareil qu'avant de l'avoir lu. Et ça raconte l'histoire d'un ouvrier qui travaille dans les usines de Lorient. Lui, il a une formation littéraire, mais il n'a pas trouvé de travail en rapport avec sa formation. Et donc, il se fait embaucher pour aller à la chaîne préparer les crevettes surgelées, le pâté, enfin le poisson pané, enfin toutes ces choses finalement qu'on fabrique dans les usines à Lorient. Et il raconte l'expérience de l'usine et du travail à la chaîne avec le contremaître, avec la cadence, avec tout ce que ça implique pour les ouvriers sous forme de vers libre. Et quand on lit ce texte, on est vraiment écrasé par le poids du travail à la chaîne. Vraiment saisissant. Donc moi, je me suis demandé ce qui se passerait si j'essayais, moi, d'écrire à mon tour en vers libre. Et c'est tout de suite le personnage de la petite bonne qui est apparu quand je m'y suis mise, en fait. J'ai entendu son pas régulier, j'ai entendu son souffle, et elle est venue me raconter tout ce qu'elle avait dans la tête. Et mes vers libres sont beaucoup plus courts dans la page que ceux de Joseph Pontus, mais lui non plus, il n'y a pas de ponctuation. Et ce petit personnage-là est né le fond, si vous voulez, le fond est venu de la forme, étrangement. C'est vraiment le rythme qui m'a donné ce personnage. Et ma petite ouvrière, contrairement à l'ouvrier que Joseph Pontus décrit, qui est écrasé par le travail et qui peut pas du tout se réaliser parce que lui, il est qu'une petite étape dans la chaîne de l'usine. Elle, mon ouvrière, elle est à la fois très humble, très simple, mais très fière du travail qu'elle accomplit. Parce qu'elle le mène de A à Z et elle sait la valeur de ce travail, aussi minuscule et invisible soit-il. Elle sait que, elle est indispensable, qu'elle est un tout petit maillon du début de la journée ou à un moment dans la vie des bourgeois, mais que sans elle, ça ne fonctionnerait pas aussi bien. Et donc, elle tire, contrairement à Joseph Potus, dont les ouvriers tiraient une certaine dépression en fait de ce système prolétaire qui les exploitait, elle en tire une certaine fierté.
et ça lui permet d'aller de l'avant. Et j'ai voulu ça aussi dans les vers libres, cette volonté d'aller sans arrêt de l'avant, euh, comme une liste qu'on énumère, comme un pas qui avance. Alors, quand j'ai écrit la première partie que vous lisez, et que j'ai repris mon texte en me disant que ça valait le coup de prolonger un peu ce personnage, je me suis pas sentie d'écrire tout en vers libre. Et donc, j'ai fait un contrepoint sous la forme de la prose qu'on va lire. Je me suis dit qu'il fallait que j'introduise un autre personnage. Donc, comme c'était une femme, j'ai choisi un homme. Comme c'était une ouvrière, j'ai choisi un bourgeois. Et comme elle est dans le mouvement permanent, j'ai choisi quelqu'un d'immobile. Et pour moi, c'était évident que c'était une gueule cassée. Je l'ai vu tout de suite assis dans son fauteuil. Et comme c'était une gueule cassée, il pouvait pas nous parler de ce qui lui est arrivé puisqu'il n'avait plus de mâchoire pour parler. Et en fait, le premier personnage qui apparaît en prose, c'est Alexandrine, c'est sa femme qui nous parle de lui. Et après, une fois que j'avais défini mes trois personnages, bah, la tresse s'est faite très naturellement dans l'ordre dans lequel vous le lisez. Donc j'ai écrit vraiment chaque personnage successivement. Donc c'est peut-être là qu'est le tricot. Et oui, peut-être que c'est ça qui contribue au succès de ce livre, c'est que c'est une organisation un peu originale de l'espace, de la forme. Mm. Les gens passaient l'inquiétude en fait qu'ils peuvent avoir en ouvrant le livre en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? On va lire de la poésie, on n'est pas habitué. C'est Je c'est pense même, qu'assez... c'est même pas ça, c'était même pas de l'inquiétude parce que on va lire la poésie. Moi, personnellement, je l'avais pris en version numérique et j'ai dit non, ils m'ont arnaqué. Qu'est-ce que c'est ça? Les pages, elles manquent. Et puis, je feuillette comme ça sur la liseuse et tout et je vois que c'est toujours la même chose. Et à un moment donné, non, ça redevient un peu normal. Je dis non, c'est de l'arnaque, ça. Ah, vous avez cru que vous avez eu un objet défectueux. Absolument, absolument, absolument. En tout cas, c'est intéressant cette idée de commencer par la forme pour faire naître des personnages. C'est très intéressant. Mais est-ce votre premier roman, Bérénice? Là, on va faire les présentations. Alors, qui est Bérénice Pichat? Est-ce que vous avez déjà écrit? Voilà, si vous voulez bien nous parler un petit peu de vous. Oui, alors bah, je suis havraise, moi j'habite Le Havre, je suis institutrice, j'ai des CM1, CM2 et j'écris depuis toujours. Et La Petite Bonne n'est pas mon premier roman, j'ai écrit une trilogie historique avant d'écrire La Petite Bonne. Trois romans qui parlent des conséquences intimes de la Première Guerre mondiale, mais à l'échelle d'un village en fait, la plus haute commune d'Europe qui s'appelle Saint-Véran. Si vous êtes niçoise, peut-être que vous connaissez Saint-Véran. C'est pas... Non, souvent les gens qui viennent entre Nice et Marseille, ils connaissent Saint-Véran parce que c'est dans les Alpes du Sud et ça fait une montagne qui n'est pas si loin de là où vous êtes. Oui, en fait, c'est là où il y a le col le plus haut de France. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, je connais, oui, on a C'est fait le col. la commune la plus haute d'Europe. Oui. Et donc, ce village, je l'adore. Et je me suis vraiment questionnée sur ce qui pouvait s'y être passé après la Première Guerre mondiale, en fait, quand les gens qui vivaient complètement en autarcie là-haut, complètement coupés du monde jusque dans les années 50, il n'y avait pas de route avant, n'ont pas vu revenir les hommes. Ou quand ils sont revenus abîmés, ou quand ils sont revenus psychologiquement abîmés. Donc, Euh, vous êtes fasciné par la Première Guerre mondiale. Oui, je suis Oui. fascinée par la première, la deuxième, l'entre-deux-guerres, toutes ces époques-là, en fait, ce qu'elles nous racontent à la fois lointaines et à la fois très proches, en fait. Et donc voilà, donc j'ai écrit trois livres. Le premier, il est consacré à la paysannerie, le deuxième au monde ouvrier et le troisième à la bourgeoisie. Il s'intitule comment? Ça s'appelle Les promesses des fleurs. On va le noter, bien sûr. Je vais vous les montrer, je les ai là. Voilà. Donc, le tome un, le tome 2. Hop, alors attendez. Et le tome 3. Voilà. L'écriture est classique, enfin, d'une Alors manière. voilà, là, il n'y a pas la forme en vers libre du tout. Oui. Et c'est une écriture, oui, oui, plus classique, mais c'est un roman choral, c'est-à-dire que chaque chapitre est tenu par un personnage différent. Et il y a tout un personnage. Donc, ça pourrait être une très belle lecture pour l'été. Par exemple.
par exemple. Voilà. Alors après, il faut savoir que ces livres-là, pour se les procurer, ça fonctionne pas tout à fait comme les livres classiques parce que mes éditeurs sont tout petits et en fait, il n'y a pas de distribution nationale de ces livres. D'accord. Donc, Il vous faut pouvez écrire à les, l'éditeur. voilà, vous pouvez les commander auprès des éditions du Kéra ou bien de la coopérative du Kéra qui est le distributeur, on va dire. Et sinon, chez votre libraire, mais voilà, il faut qu'il les commande et ça a un coût parce que ça passe par la poste et pas par les Oui. systèmes de diffuseurs habituels. D'accord. Voilà. Bah, écoutez, donc vous êtes institutrice et bon, on comprend peut-être la passion pour les mots parce que vous êtes peut-être dans les mots tout le temps, vous apprenez les mots. Vous avez dit CP, c'est ça? Non? CE1? Non, Non, j'étais c'est CM1, c'est CM2. un autre Ah, d'accord. Donc vous les préparez bien au collège et collège. Exactement. oui, voilà. Alors, on va passer aux questions. Malheureusement, notre amie Hélène a dû s'absenter, donc je vais poser ces questions pour elle. En lisant votre roman, je me suis beaucoup intéressée à l'opposition des deux personnages, la petite Bonne et Alexandrine. Pourquoi c'est la voix de la Bonne qui prend une forme poétique? Bon, vous venez de répondre à ça. Symbolise-t-elle pour vous tous les opprimés, les gens simples qui ont la double peine de la guerre et de la misère? Pourquoi cette jeune fille-là devient-elle libératrice pour Blaise et Alexandrine jusqu'à purger une peine pour libérer cette dernière de la honte et de la culpabilité? Oui, alors j'ai voulu effectivement elle n'ait pas de prénom pour Oui, commencer, parce qu'elle symbolise effectivement tous ces personnels nécessaires mais invisibles des grandes maisons. Euh, j'ai en tête l'idée que finalement, ces petites gens sont interchangeables, qu'on pouvait les appeler toutes du même prénom ou pas oui, les appeler du tout, puisque elles n'étaient pas forcément visibles. Elles se retrouvaient comme ça dans des situations d'anonymat. Et quand j'en parle en rencontre, c'est assez saisissant parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent me dire la même chose en fait, que soit ils avaient chez eux une petite bonne quand ils étaient petits parce qu'ils sont d'un grand milieu et que effectivement elles s'appelaient toutes Marie et que on se posait pas la question. Et puis moi, je pense tout simplement aussi aux gens qui viennent dans les bureaux le matin très tôt, ou moi dans mon école qui viennent oui. faire le ménage des classes. Ben, on ne sait pas forcément le prénom de tous ces agents qui interviennent et qui nous permettent de passer une bonne journée après. Oui, Donc oui, c'est le cas aussi par exemple, des caissières. Je me rappelle que Didier Vancouvert, il avait écrit sur un roman sur une caissière dans une grande surface. Et c'est vrai qu'on fait jamais attention. Elle passe les articles comme ça, elle est anonyme. On l'interpelle des fois d'une façon impolie. Et c'est vrai que c'est ce petit personnel, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif. euh, non mais peut cacher des drames ou même des vies fantastiques derrière leur anonymat. complètement. Et c'est vrai que je ne sais pas si j'ai voulu en faire une représentante, mais en tout cas, de fait, le fait qu'elle n'ait pas de nom lui permet d'endosser cette appartenance-là. Alors, comment elle passe d'une anonyme à une libératrice pour Blaise? Alors, tous les deux, en fait, ont la particularité d'être enfermés dans un statut que la société a défini pour eux. Elle est le plus bas de l'échelle dans la vie sociale. Et lui, ça fait 20 ans qu'il est isolé par le malheur. Et au-delà d'être un blessé, un mutilé, comme les autres, lui, il est une gueule cassée de la Première Guerre mondiale. Et dans l'entre-deux-guerres, ces gens-là, personne ne voulait les voir. Ils sont revenus comme des héros, mais très rapidement, ils ont représenté pour l'ensemble de la population une espèce de mauvais souvenirs qu'on ne souhaitait pas voir. Oui, Donc la loterie nationale, par exemple, elle a été inventée pour financer les gueules cassées. Parce qu'ils n'ont pas retrouvé de travail en rentrant chez eux, ils étaient trop abîmés. Et là, on ne parlait que de l'aspect physique d'ailleurs, hein. L'aspect psychologique, le fait d'avoir des séquelles de la guerre, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé pendant des années. oui, Et donc ces gens-là, ben, ils n'étaient plus les bienvenus dans les rues. Ils mendiaient, on les a longtemps vus mendier, on les a longtemps vus s'alcooliser. Et puis, petit à petit, ils ont disparu du paysage parce que c'était non pas des héros, mais des poids morts pour la société. Donc,
Quand la petite bonne entre au service de Blaise, il est vraiment, sans mauvais jeu de mots, au fond du trou. Et, et elle est dans une situation intermédiaire. Elle a ce métier qui est très difficile. Elle n'existe que par sa condition de domestique. Et les deux ne sont pas amenés du tout à se rencontrer, à se croiser. Et la magie du huis clos va permettre ça. Et le regard qui va se créer entre deux va être celui qui sera rédempteur. Oui. Vous, Alexandrine, elle ne se rend pas compte qu'elle s'emprisonne elle-même et qu'elle emprisonne aussi son mari. Elle est extrêmement troublée par le comportement d'Irène, par exemple, mais quand on réfléchit sur ses propres motivations, est-ce toujours l'amour qui la pousse ou aussi l'orgueil, le déni, la peur? Possède-t-elle des valeurs morales plus fermées que les autres? Je pense que le moteur des trois personnages, au-delà des valeurs morales, au-delà de tout ça, c'est une forme de culpabilité qui est vraiment au cœur de leur psychologie. Ils ont chacun, pour des raisons différentes, une culpabilité envahissante et le besoin de se faire pardonner quelque chose qui leur est arrivé. Et pour moi, ça, c'est un moteur romanesque très puissant que Oui. j'ai beaucoup aimé utiliser. Justement, on va aborder le thème de la culpabilité. Dans La Petite Bonne, la culpabilité traverse autant l'épouse que le mari, mais sous des formes très différentes. Elle semble coupable de s'éloigner, lui de rester en vie, la culpabilité du vivant face à celle du survivant. Est-ce que cette opposition était pensée dès le départ? Est-ce que l'héritage d'une morale judéo-chrétienne, du devoir, du sacrifice, a nourri votre écriture, consciemment ou non? Oui, oui, c'est conscient. Je pense qu'effectivement, dans notre société, la culpabilité, elle est très présente. Enfin, en tout cas, pour moi, je pense que c'est quelque chose dont on a du mal à se débarrasser. On a toujours un truc à se faire pardonner, quel qu'il soit, et notamment dans le regard des autres, en se disant qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qui fait que des relations peuvent se tendre et pourquoi est-ce que ça vient de nous, même si c'est pas forcément réel. En tout cas, on nous incite par nos éducations, je pense, à se poser la question. L'idéal, ce serait d'arriver à s'en libérer. Et ce parallèle entre elle qui s'éloigne, lui qui est là, donc j'ai l'impression qu'il y a un jeu de miroir tout le temps dans le roman. Exactement. Comme je vous dis, j'ai écrit les trois personnages dans l'ordre dans lequel vous lisez. Et donc, ça veut dire que quand Alexandrine part à la partie de campagne, il y a quand même un espèce de fil qui reste tendu avec ce qui se passe dans le huis clos. Elle n'y est plus, mais elle y est quand même toujours un peu. Et j'ai veillé à ce que les émotions qu'elle traverse soient en ping-pong avec les émotions traversées par son mari dans la maison. D'accord. Ça m'a amusé de faire ça, oui. Ouais. Ah bon, en tout cas, on a vu le résultat, que ce soit sur le thème de la culpabilité, mais aussi après, on va aborder le thème de la honte. Mais je reste dans la culpabilité. Euh, Moi, je pense que en tant qu'affect inhérent à la vie psychique, il me semble que la culpabilité semble particulièrement exacerbée dans les relations, dans la relation d'aide, c'est-à-dire l'aidant, où la responsabilité et l'attachement se mêlent. Selon vous, quelles sont les racines profondes, psychiques, culturelles ou existentielles de cette culpabilité chez l'aidant? Et comment ce poids affectif façonne-t-il, pardon, dans La Petite Bonne, les dynamiques entre Alexandrine et Blaise? Après, je partirai comment dire, d'une expérience personnelle, mais je vous laisse répondre. Alors pour le coup, moi c'est une fiction totale, hein. Je ne suis pas aidante, je n'ai pas besoin, heureusement, d'exercer ça sur quiconque de mon entourage. Donc quand il a fallu décrire justement la culpabilité de celui qui se fait aider ou la culpabilité de celle qui aide malgré tout, je me suis glissée en fait dans leur peau pour imaginer ce qu'ils pouvaient avoir ressenti à faire ou à assumer des choix sans oser les regretter à voix haute, en fait. Mais Et vous n'avez pas eu, c'est-à-dire d'exemple de... non?
C'était Non, inspiré par votre propre... voilà, c'est vraiment pour moi une oui. fiction pure. Ah, Alors après, à rencontrer des gens qui ont pour le coup expérimenté la chose, je me suis rendu compte plusieurs fois que ce que j'avais écrit rejoignait la réalité de pas mal de lecteurs. Alors ça, c'est à la fois troublant et merveilleux de se rendre compte que la réalité vient rattraper la fiction. Et il y a pas mal de gens qui sont venus me raconter beaucoup de choses personnelles et intimes sur ce qu'ils ont vécu, qui faisaient écho à ce que j'avais écrit. absolument. Personnellement, vous ne pouvez pas savoir comme votre livre était juste sur cette question de l'aidant, de, de la façon dont il se comporte, des questions qui se posent ou des fois des questions qui se posent pas et surtout ce sentiment de culpabilité. Non, je sors pas, je laisse pas la personne toute seule, je m'amuse pas alors que la personne ne s'amuse pas. Donc c'était très juste et c'était vraiment je me disais, c'est pas possible, où vous avez pu, enfin, vous avez eu, vous le souhaite pas, mais expérimenter ça dans votre vie, ou alors quelqu'un, vous avez fait une recherche, ou c'était très juste. Bravo, Bérénice, cet aspect-là. On va passer au thème de la honte. La honte physique de Blaise et la honte intime de la bonne liée à son avortement créent un autre écho puissant dans la petite bonne autour du corps, de la vulnérabilité et du jugement social. Blaise porte sur lui les stigmates visibles de la guerre, une gueule cassée, qui l'isole socialement et l'empêche de se sentir digne. Et la bonne, quant à elle, elle porte une honte plus intime et sociale, celle d'avoir avorté, acte encore plus lourdement stigmatisé dans les années 30. Comment avez-vous travaillé cette double représentation de la honte, à la fois sociale et personnelle? Qu'est-ce que cette rencontre des deux vulnérabilités apporte selon vous au récit? Cette thématique vous permet-elle aussi d'interroger plus largement la manière dont la société traite les corps abîmés ou, entre guillemets, déviants? Euh, Alors, de la même façon, en fait, je me suis glissée dans les corps de ces deux personnages-là, en imaginant pour chacun d'eux une histoire personnelle douloureuse de ce corps et en essayant d'imaginer vraiment ce qu'ils pouvaient ressentir chacun par rapport à ce qui s'était passé intimement dans leur corps. Euh, je pense qu'en fait, les écrivains ne peuvent que parler de ça. C'est le seul sujet, en fait. Quand on écrit, on est obligé d'utiliser euh, le média que représente le corps pour traduire des émotions. Et forcément, nous, être vivants, on n'a qu'un corps et on ne peut que découvrir le monde par rapport aux sensations que ce corps va nous apporter. Mais quand on est écrivain, l'intérêt, c'est qu'on peut avoir tous les corps qu'on veut. Il suffit de les imaginer et on peut les incarner après. Voilà, donc moi, je me suis retrouvée tantôt dans cette petite bonne qui surtout faisait en sorte d'ignorer ce que sont les signaux que son corps lui envoyait parce qu'il fallait que son corps reste son outil de travail, qu'il soit performant, qu'il soit efficace. Et donc, évidemment qu'elle a des sensations, mais ça éveille trop de douleur pour qu'elle veuille s'y attarder et elle est dans cette fuite en avant permanente pour oublier ça. Alors que quand j'ai incarné le personnage de Blaise, lui, il est assis, il est au point mort, il est immobile et son corps, c'est tout ce qu'il constitue. Il est officiellement mutilé et donc il n'existe plus que par ça. Donc j'ai eu envie de raconter ce rapport douloureux au corps, mais qui est un rapport officiel. Lui, il ne peut parler que de ça. Et puis enfin, j'ai imaginé pour Alexandrine encore une autre forme de rapport au corps qui serait un corps oublié, qui serait nié en fait. Elle n'a plus de corps. Elle n'est plus une femme. Elle n'est pas mère. Elle n'est même plus une bourgeoise socialement reconnue avec ses vêtements et son statut. Donc elle, elle nie complètement ce corps qu'elle a été. Et donc en fait, quand je dis que j'ai tressé leur point de vue, je sautais d'un corps à l'autre en imaginant ce qu'ils pouvaient en ressentir chacun. Et qu'est-ce que ça veut dire, les écrivains ne peuvent écrire que sur ça? J'ai pas compris. Et ben en fait,
le corps, c'est le seul moyen qu'on a de parler du monde. C'est-à-dire, moi, je vous vois, là, c'est mon corps qui vous voit. Je vous entends. J'ai un thé à côté de moi, je sens l'odeur du thé. Il y a du soleil sur ma peau, je sens sa chaleur. Vous voyez? Donc, Oui. moi, tout ce dont je peux parler passe forcément par mon corps. Vous voyez? Donc, notre rapport aux autres est lié au corps. Et donc, quand on écrit, forcément, on ne peut écrire que cela. Les mots, tous les mots qu'on va choisir, toutes les sensations qu'on va décrire, elles passent forcément par le corps. D'accord. Après, nos personnages, pour qu'ils soient efficaces, pour qu'on y croie, il faut que vous ayez eu l'impression euh, de les voir, de les entendre, de les ressentir. Donc l'écrivain, il a les mots, lui, c'est la seule chose qu'il a pour décrire ses sensations et décrire ses corps. Et d'après ce que me disent les lecteurs, ils ont l'impression qu'ils ont pénétré dans le corps et dans la tête de mes personnages quand ils les ont lus. Donc voilà. Mais je pense qu'en fait, enfin, les romans, moi, qui m'ont marqué, dont la lecture m'a marqué, c'est des romans qui, qui permettaient d'incarner les gens, en fait, comme si on les avait rencontrés. Bah, Et c'est vrai que Blaise, franchement, on était là, on ressentait, j'avais envie presque de prendre un sédatif comment dire, d'achever sa souffrance tellement ce corps lui faisait mal, ou cette absence de corps plutôt lui faisait mal. Et d'ailleurs, ça nous ramène à la question de Olfa. Oui, merci Sheila. Donc, je remercie encore Bernice d'avoir accepté notre invitation là, à discuter de son livre. Donc, moi, j'ai été particulièrement sensible à cette question sur la fin de vie. En fait, je suis cancérologue et donc malheureusement, je suis confrontée quotidiennement à ce problème de fin de vie et puis à la question de l'euthanasie qui a été vraiment abordée avec une grande sensibilité dans votre roman. Je voulais savoir ce que vous avez voulu transmettre comme message aux lecteurs sur un peu ce moment ultime de l'existence. Est-ce une critique? Est-ce plutôt une interrogation sur notre rapport à la mort? Je sais que c'est une question qui est largement débattue ces derniers temps, donc je voulais avoir un peu votre point de vue. Est-ce que vous avez voulu nous transmettre à travers justement cette souffrance et peut-être ce droit à l'euthanasie de Blaise? merci. Merci pour votre question. Alors, je ne suis pas là, moi, pour tenir une tribune et dire ce qui doit être fait ou pas fait. Moi, au-delà de cette histoire d'euthanasie, je pense que j'ai surtout voulu questionner la liberté individuelle. Et la question, pour moi, fondamentale, au-delà de cette histoire d'euthanasie ou d'avortement, ou en fait, toutes ces questions-là, pour moi, en fait, se résume à une seule question qui serait à qui appartiennent les corps? Est-ce que notre corps nous appartient? En fait, j'ai pas la solution, hein. Mais par contre, c'est vrai que c'est ce qui est au cœur de chacun des personnages. La petite bonne, ce corps, lui appartient-il dans la mesure où elle le met entièrement au service de tous les gens qu'elle connaît, que ce soit son homme, que ce soit ses maîtres. Finalement, ce corps, elle ne l'écoute pas en tant que le sien, mais plutôt en tant que ce qui va lui servir. Euh, La question de Mariette, le personnage de Petite Bonne qui se pend au début de l'histoire parce qu'elle est enceinte, ça la tétanise, elle, parce qu'elle se dit que son corps ne peut pas assumer une grossesse. Elle n'a pas assez d'argent, elle n'a pas les moyens d'une grossesse. Donc, vraiment, cette question de la liberté, de ce qu'on fait de son corps, elle, est centrale pour son appréhension de la vie, en fait. Blaise, lui, évidemment que la question centrale, c'est est-ce qu'il a le droit de mourir alors qu'il ne peut pas physiquement se donner la mort? Enfin, il pense qu'il ne peut pas le faire. Donc, est-ce que son corps lui appartient à partir du moment où il est devenu un objet, un homme-objet? Il appartient davantage au fantasme de sa femme qui tient absolument à le maintenir en vie qu'à une vraie vie décidée. Mhm. Et puis Alexandrine, c'est pareil. Est-ce que son corps lui appartient? Quand je l'ai imaginé dans ce relais de chasse,
à observer les conversations des autres de cette société qu'elle s'attendait à retrouver avec joie. En fait, moi, je l'ai vue complètement en retrait. Elle ne prend pas la parole et elle les regarde comme à travers une toute petite lorgnette. En se demandant ce qu'elle vient faire là, quoi, parce que les préoccupations des autres, finalement, n'ont plus rien à voir avec les siennes. Et donc, elle est dans un espèce de carcan un peu rigide. Et j'ai pensé en l'écrivant, plus même que pour Blaise, au film de Donald Trumbo, Johnny Got His Gun. Johnny s'en va en guerre. Je ne sais pas si vous avez vu ce film Ça- qui raconte comment est-ce qu'un soldat s'est retrouvé amputé des 4 membres et enfermé dans une chambre d'hôpital sans pouvoir communiquer avec personne, mais avec toute sa tête à l'intérieur. Et tout le film se voit à travers ses yeux et il a un espèce de cadrage comme ça. Et on voit le monde à travers ce qu'il voit. Et moi, en fait, Alexandrine, quand je la voyais assise à table à essayer de comprendre ce qui se passait et à ne plus avoir de connexion avec le reste de la société, je la voyais vraiment exactement comme le personnage de Johnny dans le film, coincé derrière un masque qui fait écran. vous dites que ce n'est pas une tribune, mais quand même, vous avez soulevé comment dire, un thème, un sujet d'actualité, et puis un sujet qui... Mais vous, en tant que lectrice, je ne parle pas de Bérénice Pichat qui a écrit, mais vous lisez La Petite Bonne. Comment percevez-vous l'articulation entre la responsabilité morale, la compassion et la liberté face à la fin de vie? Eh ben, je l'aperçois comme quelque chose de très complexe. Et en fait, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas une réponse, mais il y a autant de réponses que de cas, pour moi. Moi, Je je sais l'aurais pas tué, Blaise, le pauvre, parce que franchement, c'était Oui, insoutenable. en fait, c'est vrai que dès le début, l'histoire est conçue comme une tragédie, au sens où dès le début, on sait que ça va mal se terminer. On sait qu'il va y avoir une fin terrible. Donc, effectivement, il fallait qu'il y ait une mort. Et moi, j'ai choisi que ce soit celle de Blaise qui vienne couronner la tragédie. Mais c'est vrai que tant que j'écrivais le texte, j'avais pas tranché en fait. Je savais pas qui allait mourir. Oui, Je savais que ça allait mal se terminer, mais je savais pas pour qui. à un moment donné, je ne sais pas vous les filles, mais à un moment donné, on entreapercevait une petite lueur d'espoir, la petite bonne qui lui donne, qui lui redonne un sens à quelque chose. Je dis pas un sens, pas le temps d'une journée, mais qui lui redonne un sens et tout. Et j'ai trouvé très 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 intelligent de votre part cette manière de finir, oui, d'achever Blaise, quoi, c'était effectivement, vous n'avez pas tranché, vous avez été intelligente, vous avez esquivé cette, cette question brûlante d'actualité. Mais ce n'est pas la seule question brûlante d'actualité dans votre livre qui parle soi-disant d'une époque révolue, mais il est très, très actuel. Hélène soulève le thème de la guerre dans La Petite Bonne. Elle vous dit, selon vous, pourquoi l'être humain n'est-il pas capable de concevoir la guerre dans son absolue horreur? Il accompagne souvent l'idée de la guerre de fioritures telles que la glorification des héros ou encore les chants, les médailles, la notion de patriotisme. Il a fallu qu'Alexandrine voie le corps de Blaise détruit, abîmé, pour réaliser ce qu'est la guerre. Elle qui en avait une vision romancée jusqu'à la dernière seconde avant de se rendre à son chevet. Oui, alors ça, c'est aussi ce qui m'intéresse beaucoup dans ces périodes-là. C'est finalement l'éducation et la propagande de l'époque qui poussaient les petits garçons dès l'enfance à manipuler des fusils en bois et à se préparer à la guerre d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour la première ou pour la deuxième guerre. Euh, et c'est vrai que la société actuelle commence depuis quelques années à remettre tout ça en question. Quand on parle de déconstruire finalement les images de la masculinité, là, avec Blaise, on se retrouve avec une masculinité complètement déconstruite, avec un homme qui n'a plus rien d'un homme, si ce n'est le statut bourgeois qui lui permet de donner des ordres.
Mais dans le huis clos que j'ai imaginé, c'est la petite bonne qui maîtrise. C'est elle qui a le pouvoir. Donc, c'est vrai que cette image-là du soldat glorieux, mais finalement oublié et déchu, euh, elle est dans sa simplicité, dans sa réalité, elle est très violente. Et d'ailleurs, très souvent, les hommes qui lisent le livre ne retiennent que ça. Mais c'est, comment dire, ça a beau être la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, l'être humain n'est toujours pas capable de concevoir l'horreur de la guerre. On est d'accord. Alors, je pense qu'on a des images peut-être plus d'images que ce qu'ils en avaient à l'époque, parce que maintenant il y a des médias, il y a des reporters de guerre, il y a tout ça. À l'époque, il y avait quand même des effets de propagande. Moi, j'ai vu beaucoup d'archives de l'époque, de la Première Guerre mondiale, où on voit les soldats debout dans les tranchées, souriants, où tout le monde pose avec la bombe, avec le canon qu'on a pris à l'ennemi. Même les photos qui représentent les blessés devant l'hôpital avec les infirmières en blanc et les moignons enrubannés, là. Tout le monde sourit et tout le monde a l'air de vivre ça comme si c'était merveilleux. Et c'était vraiment dans la propagande. Et Oui. c'est à la patrie reconnaissante, hein. C'est à chaque fois des courriers que recevaient les familles, euh, tous les mêmes. C'est ce que je mets en scène dans ma trilogie, en fait. Un des personnages reçoit, il a trois fils et il perd les trois et il reçoit trois fois le même courrier. Donc le premier, il se dit, ah, c'est beau. Le deuxième, il se dit, mince. Et le troisième, il fait, ah, mais c'est pas possible, en fait. Ils ont un courrier type. Et en fait, on surmontait la révolte. Mais c'est pareil, à l'époque, c'était indicible. Euh, C'était être anti-patriote, c'était la pire chose qui soit, en fait. Bah, même maintenant, même si c'est disciple, ça se dit pas, mais bon, ça ne change rien. On se lance toujours dans des guerres enfin, on va pas aborder ce sujet-là, mais c'est vrai que le roman reste quand même d'actualité sur certains points. Je donne la parole à Zainab. J'ai l'impression d'avoir accaparé la parole, mais c'est parce que j'ai posé mes questions plus celles d'Hélène. Voilà. Zainab? Oui. Euh, Moi, ma question, c'est comment avez-vous géré la tension entre la dureté de la réalité dépeinte et la nécessité de rendre le récit captivant pour le lecteur? Bonne question. Alors moi, en tant que lectrice, moi, j'aime beaucoup finalement des récits qui vont faire appel à une certaine noirceur. C'est vrai que moi, je ne suis pas tellement amatrice de comédie romantique et de, de feel good, en fait. Moi, je suis sensible à une écriture qui met en scène une certaine noirceur. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour qu'il y ait de la lumière, il faut qu'il y ait du noir. Et donc, je pense que la petite bonne, quand elle arrive dans cette maison désespérée, euh, où le malheur a pris toute la place et où les fenêtres sont fermées, elle arrive et elle amène un vent de fraîcheur, elle amène de la vie là où il n'y en a plus, en fait. Et, hum, et je pense que dans le balancement du tressage entre les trois personnages, le fait que chaque interlocuteur ait son rythme propre euh, permet au lecteur d'osciller d'un mouvement vif pour la petite bonne avec le vers libre à une immobilité un petit peu désespérée pour Blaise. Et puis quand les choses vont s'installer entre les personnages, qu'il va y avoir petit à petit les éléments d'une rencontre qui ne passent pas par des mots parce qu'il n'y a pas de dialogue entre les personnages, puisque ce sont tous des personnages qui ne parlent pas. Mais quand les éléments de rencontre vont se faire, que ce soit le premier contact, les premiers regards, et puis après la musique, euh, petit à petit, la noirceur va s'estomper au profit d'une certaine luminosité et arriver jusqu'à un échange, et un échange au sens propre, puisque c'est en vers libre que on va découvrir le destin de Blaise, et c'est en prose que va être racontée l'histoire de la petite bonne. Donc vous voyez, l'échange, il devient même formel Oui. dans l'histoire.
Oui, ça, Alors bon, c'est vrai qu'on a envie de croire jusqu'au bout que ça va bien finir pour tout le monde, mais en même temps, c'est ce que je dis souvent, c'est construit comme une tragédie, ça annonce la couleur dès le début. Quand on va voir une tragédie au théâtre, on sait qu'en 2 heures de temps, les personnages qui nous sont présentés au début seront morts à la fin, et c'est pas pour ça qu'on quitte la scène, qu'on quitte la salle, et on a quand même envie d'y croire pendant toute la pièce, alors qu'on sait que ça va mal se finir, hein. Quand on a vu Titanic, on connaissait la fin dès le début, mais vous croyez? on a envie de croire que Rose et Jack, ça va le faire, quoi. Là. Voilà, bah, c'est pareil. Ça me plaît aussi d'écrire ça. Bah, maintenant qu'on vous connaît, qu'on vous connaît votre choix enfin, vous aimez les trucs un peu sombres et tout, on s'attendra donc jamais à une fin à l'eau de rose, quoi. Non, Euh, c'est pas mon Justement, truc. en parlant de fin, on arrive à la question de Lilia au sujet de la fin. Oui, Ah, bah, je l'ai vous avez déjà, surprise en train de manger, Lilia. vous Lily de avez faim, manger. désolée. Je pensais être discrète, mais non, pas du tout. Bon Donc, appétit. oui, vous avez déjà un petit peu répondu à la question, mais clairement, j'avais personnellement, je sais pas, c'est peut-être mon côté bisounours, mais j'étais déçue quand même par la fin, même si je suis consciente que une autre fin que celle-ci aurait enlevé vraiment du cachet du livre et de son charme. Mais j'ai vraiment trouvé cette fin pleine de désespoir, de résignation. Alors, Vraiment, la mort de Blaise? tout, toute la fin. En fait, quand j'ai terminé, quand j'ai lu la dernière phrase, je me suis dit, purée, tout ça pour ça. Il n'y a aucun espoir qui est permis. Enfin, voilà, chacun, il y a pas une possibilité de changer sa destinée parce que, enfin, voilà, cette petite lueur d'espoir que vous avez créée au milieu du livre, je m'y attendais. Je m'y attendais. C'est mon côté peut-être un peu fleur bleue, mais voilà. Et ça m'a fait penser justement à un autre livre qui fut une de nos lectures communes. C'était un auteur libanais qui avait écrit ça. C'était un livre en arabe de Mohamed Tarazi. Et j'ai eu le même ressenti à la fin. Quel que soit le personnage, quel que soit son milieu social, quel que soit le chemin qu'il va essayer de prendre pour s'en sortir, bah, j'ai l'impression que la fin, c'était un retour à la case départ. Donc au final, Blaise est mort. La petite bonne revient à sa position de bonne, elle est en plus entachée d'une fausse réputation de meurtrière. Et puis, bah, Alexandrine, elle va rester dans son rôle de petite bonne, enfin, de bonne chrétienne, qui va essayer de se faire pardonner par son bourreau, entre guillemets, et qui va tenter de se racheter une bonne conscience. Donc, enfin, voilà, j'étais un petit peu déçue et je me suis dit, mais est-ce que la vie est un éternel recommencement? Alors, moi, je pense qu'il y a un déterminisme social dont on ne peut pas faire l'économie. Mm. Après, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu la fin d'une façon aussi sombre que ce que vous avez vu. Donc, moi, Je ne sais pas pour les autres. C'est une Moi fin non plus. ouverte. C'est une fin ouverte. Donc, on peut imaginer aussi que Alexandrine, effectivement, veut se faire pardonner, mais qu'elle a aussi grandi, qu'elle a évolué, qu'elle n'est plus dans un déterminisme aussi violent et que elle a envoyé le gramophone à la petite bonne et il peut y avoir autre chose qui va se lier entre elles qu'un rapport de maîtresse et de servante. euh, Oui, dans un échange entre Lilia et moi, à propos de la fin, on avait enfin, exactement. différence d'idées. Là où elle voyait sombre, moi, je voyais quand même une évolution d'Alexandrine qui a essayé oui, de se racheter, mais aussi qui a évolué, qui a Oui. peut-être eu des regrets, et puis le pardon de la petite bonne aussi, elle a pardonné à la personne qui l'a accusée à tort. Au début, elle ne voulait pas lire son courrier et tout. Puis à la fin, elle est sortie, elle est allée vers elle. Donc moi, j'ai trouvé que c'était des notions positives. C'était pas si sombre que ce que le voyait Lilia. C'est une fin ouverte, alors on peut imaginer un peu comme on veut. Mm. Oui. Zainab, à toi la parole. Merci Shiraz. Avant de poser ma question, tout à l'heure, vous avez parlé du corps. Donc, je voulais vous remercier par rapport à en fait, cette explication parce que ça m'a fait vraiment réfléchir à
j'ai jamais pensé à cette image du corps et que l'écrivain, à chaque fois, c'est à travers ce qu'il ressent, ce qu'il voit, ça part du corps finalement. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Ma question était, au-delà de la dénonciation, quel message ou quelle réflexion souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre roman? Y a-t-il une prise de conscience particulière que vous espérez susciter? Euh, alors, bonne question. C'est vrai que quand on n'écrit pas forcément en se disant le lecteur va comprendre un message ou va en tirer une morale ou quelque chose, en fait. Euh, Moi, j'écris parce que j'aime écrire, parce que c'est un immense plaisir d'écrire. Et j'écris des choses que j'aimerais lire en fait. Donc, d'abord et avant tout, voilà, je suis ma première lectrice, on va dire. Et en tout cas, quand je relis mon texte, je me dis que c'est quelque chose que moi j'aurais aimé trouver dans un livre. Alors après, ce qu'on peut en tirer, peut-être quand même, c'est quelque chose en termes d'espoir et de, oui, de croire en l'autre, en fait. Moi, j'ai envie, enfin, je pense que je suis quelqu'un de, de très optimiste, même si j'aime bien la noirceur. Et je veux toujours croire que on peut trouver chez l'autre quelque chose qui va nous aider à grandir et à aller mieux. Je Euh, ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, en fait, je m'attendais plus ou moins à cette réponse, mais j'ai bien aimé le fait que vous disiez, c'est comme si vous cherchez un livre qui parle de ça et finalement vous avez écrit ce livre, quoi. Donc c'est un peu, c'est une belle image, quoi. Ouais, merci. Bérénice, la petite bonne, n'a plus à faire ses preuves. Il a eu un succès auprès des lecteurs, il a eu un succès, un prix même, le prix des libraires. Donc, euh, mais que répondriez-vous à des personnes qui disent, ben moi, j'ai pas aimé le livre. Bah, je dirais que c'est bien ça. C'est bien, C'est ça. hein, Et- ça, voilà. oui, faire l'unanimité, c'est toujours un peu bizarre. Donc après, j'entends tout à fait que des gens n'aient même pas ouvert le livre sous prétexte que c'était des vers libres, par exemple. Je peux entendre que ça effraie, que ça fasse peur. Euh, Je pense on va donner la parole à Erige à ce propos. Euh, Merci Shiraz. En fait, réellement, c'est pas, je dirais pas que j'ai pas aimé le livre, mais c'était peut-être ma manière de m'exprimer. En fait, j'ai trouvé les événements, non seulement ils étaient sombres, ça faisait mal, etc., mais je trouvais que c'était monotone en fait. C'était plat, je sais pas comment dire. En fait, je suis un peu bouleversée. Je n'arrive même pas à articuler correctement parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Je me retrouve devant un écrivain pour lui dire je suis désolée, je vais être rabat-joie. Votre livre ne me plaît pas. Ça fait et alors là, bizarre en ça fait. m'étonne pas. Enfin, je Mais veux comme dire, je vous l'ai dit, c'est peut-être, c'est pas que je n'ai pas aimé, mais en fait, ça m'a rappelé quelque chose de personnel que je n'ai pas vécu personnellement, dans le sens où j'étais pas encore née, mais je le sais parce que c'est mon père qui me l'a raconté. En fait, mon arrière-grand-père a fait la guerre avec la France contre l'Allemagne. Il n'est ni français ni allemand. Et il y a laissé une jambe, en fait. Il est rentré amputé. Donc, déjà, ça m'a rappelé tout ça. Et c'était, comme je vous ai dit, c'était un peu sombre, pour ne pas dire beaucoup trop. oui, non, mais j'entends très bien, hein, je peux comprendre que tout le monde ne soit pas adepte de ce type de littérature. Et justement, c'est pour ça qu'il y a des bouquins feel good et qu'il y a des choses. Non, mais j'ai déjà lu beaucoup d'atrocités, hein, si je peux me permettre de citer les livres palestiniens, libanais, etc. C'est plein de... Mais c'est pas dans ce sens. Je sais pas, en fait.
Ça, comment vous ça, dire, ça a éveillé quelque chose en toi qui... ouais, peut-être bien, ouais. C'est de peut-être toutes ça, les... hein, parce que en fait, comme je vous ai dit, c'est mon père qui me l'a raconté, et je sais pas comment dire, parce que lui, il a vécu ça, parce que il a vu son grand-père. Donc moi, j'ai pas vu ça, donc je sais pas. Tu l'as pas vécu dans ta chair, mais tu l'as, comment dire, intériorisé et Exactement, tu as eu un exactement. sentiment Merci, de malaise. Shiraz. Voilà. Et tu as eu un sentiment de malaise en le lisant, mais ça t'a pas empêché d'assister avec nous Bah et oui, D'habitude, certainement. voilà. Non, non, j'ai pris la peine de lire, de finir le livre j'ai insisté pour être présente. Donc, Merci. C'est ça. merci pour votre présence. Mais Zainab, après, peut-être que le sujet, effectivement, euh, peut toucher différemment les gens. Moi, je vous ai dit, pour moi, c'est une totale fiction. Donc, l'appréhender avec une gourmandise, justement, de quelque chose que je ne connais pas. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de différentes thématiques à l'intérieur et qui les a touchés très fortement. Après, ça peut toucher des gens, par exemple, qui sont aidants et qui m'ont remercié d'avoir décrit le fait d'être aidant parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui en parlent, oui. ou quand on en parle, peut-être pas avec un ton qui correspond à ce que les gens ont vécu. Donc, il y a des gens que ça a touché pour ça. Et après, sur d'autres thématiques, il y a évidemment des gens qui vont pas être réceptifs à la façon dont je traite les choses, parce que soit c'est pas leur expérience des choses, soit ça va les résonner trop intimement en eux et ça va les déranger. Mais je l'entends très bien aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. Après, Merci. sur le traitement peut-être un peu plat, si vous êtes ennuyé pendant la lecture. Alors, c'est vrai que, en fait, il se passe pas grand-chose, hein. C'est une histoire qu'on peut résumer en 4 mots et où, effectivement, il n'y a pas d'événements, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'événements marquants, il n'y a pas de. Enfin, En fait, moi aussi, comme les filles, enfin, pas comme toutes les filles, mais je m'attendais à une autre fin. Je suis d'accord avec Lille. En fait, je m'attendais à ce que les choses passent différemment, dans le sens où je pensais qu'il allait se passer réellement autre chose. Je pensais que c'est vrai que Blaise allait réellement transmettre le don qu'il avait, toutes ses connaissances en musique, etc. À la petite bonne, et elle allait prendre le relais, quoi. Donc, je m'attendais à cette fin. Donc, moi aussi, j'étais un peu choquée, comme Lilia. Ça aurait été Ouais. en vraiment fait, très je feel good, m'attendais ça. à ce qu'il meure, mais qu'il ait au moins ce petit moment de bonheur. Ce... Exactement, voilà. Et c'est ça qui... enfin, en même temps, je comprends, j'imagine pas une autre fin, c'est très habile de votre part et tout, Ouais. mais c'est peut-être mon côté, enfin, comme j'ai dit, fleur bleue, je lui aurais espéré ce petit moment de bonheur. Zainab, tu voulais dire quelque chose? Ouais, en fait, après le passage de d'Arige, en fait, ça m'a fait, pour rejoindre un peu son idée, ça m'a fait aussi penser à quelque chose de personnel. C'est que moi, en lisant aussi le roman, ça m'a fait rappeler aussi le grand-père de ma mère, qui a fait aussi la guerre, et il n'est ni tunisien, ni allemand, ni français aussi, et que lui, il a laissé son œil qui a affecté le reste et il est mort. Donc, et par contre, il a eu la reconnaissance, disons, en ayant la Légion d'honneur de la part de la France. Mais malheureusement, on revient à cette histoire de guerre. C'est vrai qu'il a eu la Légion d'honneur, mais les conséquences de ce qu'il a vécu, sa mort, juste après sa mort, il a eu la Légion d'honneur, mais en même temps, Ça l'a pas ramené. la paix que recevait sa femme a été enlevée. Du coup, mon grand-père, avec tous, il était l'aîné, il se retrouve l'aîné d'une famille, la grand-mère de ma mère qui devait travailler alors qu'à l'époque, la femme ne travaillait pas. Pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, alors que finalement, ma mère, quand elle me racontait qu'il jouait avec la Légion d'honneur, euh, La comme, médaille, tu veux dire. ils ne connaissaient pas vraiment c'était quoi cette valeur, alors qu'eux, ils avaient besoin plutôt d'argent que d'une Légion d'honneur qui, je suis désolée de le dire, mais qui ne valait rien en fin de compte. Et que pour l'anecdote, une fois, j'étais en France quand je faisais mes études, et parce que normalement, dans la loi, ça fait que tu peux avoir la nationalité grâce à ça. Oui. Et quand je suis allée voir ça, c'était un peu pour rendre un peu hommage à mon grand-père et à toute la famille.
parce que je voyais bien que mon grand-père, quand il me racontait cette histoire, il avait cette amertume et la boule à la gorge. Parce que lui, il était prof de français, il a fait l'école française. Il me disait, moi, malgré tout ça, quand même, j'avais pas de, comment dire, euh, Une il avait, comment on appelle ça, j'ai oublié le mot par l'émotion. Il n'était pas, voilà, rancunier, voilà. de rancune. Donc, et c'est grâce à lui qu'on a appris la langue française, qu'on a cet amour pour la langue française et de livres. Et ce qu'on m'a dit, je me rappelle ce jour-là, votre Légion d'honneur, vous pouvez la jeter dans la Seine, ça ne vous sert à rien. Mais moi, c'était plus, pas pour avoir la nationalité, moi, c'était plus par rapport à cette image. Parce que quand mon grand-père me rappelait comment il voyait son père dans cette situation juste après la guerre, je l'ai vu dans l'image de Blaise, dans le corps de Blaise, donc ça m'a fait quand même penser à tout ça et à toutes ces victimes de guerre qui n'ont pas choisi de faire la guerre, ils étaient obligés de faire la guerre. Donc je peux comprendre le ressenti d'Arij quand on se sent concerné et ça m'a fait quand même j'ai eu comme j'ai lu ça, c'est comme si j'étais percutée par un électrochoc. Je me disais, mais ce livre, comment il est venu entre mes mains? Donc, comme disait Shiraz pas mal de fois, mais ce livre, comment il est tombé entre nos mains? Parce que d'habitude, nous, dans le groupe, c'est on recommande des livres généralement et on sait d'où est-ce que ça vient. Là, Shiraz continue à dire, mais je ne sais pas qui l'a recommandé, mais qu'il soit béni celui ou celle qui l'a recommandé, parce que pour la plupart d'entre celles qui l'ont lu, c'était vraiment un coup de cœur. Moi, c'était un coup de choc, carrément. Donc, voilà. Merci. C'était cette intervention que je voulais faire suite à ce qu'a dit Alice. Donc, Bérénice, vous voyez, vous avez suscité beaucoup d'émotions et vous nous faites même découvrir des choses un peu intimes chez nos copines que on découvre en même temps que vous. Donc, merci pour ce roman. Personnellement, il restera vraiment une de mes plus belles lectures de 2025, sachant qu'en 2025, j'ai lu très peu de livres qui m'ont emporté, malheureusement. Ça m'amène à vous poser la question, vous qui êtes lectrice aussi. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez comme lecture? Qu'est-ce que vous êtes en train de lire? Je vous suis un peu sur les réseaux, donc j'ai vu votre dernière lecture et votre dernier éloge pour un roman. Si vous voulez nous en parler un petit peu. Oui, alors là, j'ai lu un livre de Camille Laurence parce qu'en fait, j'ai été amenée à la rencontrer sur un festival. On a partagé une chambre d'hôte ensemble. C'était très sympa. Et du coup, j'avais lu Ta promesse, qui est son dernier livre, que j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai encore plus aimé Fille, qu'elle a publié quelques années avant. Et puis, j'ai profité de la rencontrer pour acheter deux autres livres plus anciens. Donc, Dans ces bras-là, qui a eu le féminin en 2000, et celle que vous pensez. Je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, que j'ai pas encore lu. Donc là, j'avais fini Dans ces bras-là. C'est pour ça que j'ai fait un petit post dessus parce que je ne sais pas si vous avez déjà lu Camille Laurence, mais elle a un style magnifique. Euh, C'est je ne sais pas, la plus grande lectrice du groupe, c'est Zaina. Zayn. Moi, j'ai lu Fille aussi. Il est Ah, Oui, magnifique. moi j'ai lu les filles aussi. Ta promesse, je l'ai lu aussi. Oui. Ouais, bah, c'était voilà, pour ça que donc, je voulais vérifier. Ouais. Donc voilà, ça c'était mon dernier coup de cœur. Mais sinon, dans les livres que je peux vous recommander qui sont sortis plus récemment, moi j'ai beaucoup aimé. Attendez, je vais tirer mon rideau. Hop, j'ai le soleil dans les yeux. Donc oui, j'ai beaucoup aimé le livre de Clémentine Mélois, Alors c'est bien, où elle raconte le décès de son père. Donc le sujet est assez dur, évidemment, mais la façon dont elle le raconte est formidable. C'est-à-dire elle explique comment est-ce que toute sa famille a fait bloc autour de cet homme, Bernard Mélois, qui est un artiste sculpteur, et comment toutes les sœurs la maman sont restées jusqu'au bout avec lui pour lui organiser un enterrement de pharaon. d'accord. Et c'est vraiment un très beau livre, très tendre, drôle Oui. et extrêmement bien écrit. Bon, écoutez, merci pour ces recommandations. Suite à ça, tu avais mis que tu allais le lire sur Goodreaders. Euh,
suite à ta promesse là. Oui, oui, mais je l'ai, oui. Je viens de vérifier, oui, parce qu'il y a, je pense, Hegel en a parlé. Donc, et moi, je l'ai lu suite à la recommandation de Hegel. Non, en fait, moi, c'est parce que Bérénice Pichat l'a mis dans un post, donc effectivement, je Ouais. l'ai mis dans Ah oui, la wishlist, voilà. ah d'accord, oui. C'est vrai qu'on reste un peu frustré de ne pas savoir d'où nous vient la recommandation. De la petite bonne. Du ciel. Et c'était le Une cas recommandation divine. Comment? T'as dit quoi? Recommandation divine, elle a dit. Ah, 10 000, oui. Et c'était le cas de la petite bonne. J'ai dit, même dans Goodreads, j'ai dit, je ne sais pas comment il a atterri dans ma liste à lire, mais je bénis la personne qui me l'a, enfin, qui l'a recommandé. On n'arrive toujours pas à trouver le coupable, Bérénice. Alors après, moi, je voulais partager avec vous une dernière petite anecdote. Euh, Allez-y. tu fermes la porte, Pauline, s'il te plaît. Ferme la porte. Donc, une dernière petite anecdote qui a un rapport avec la Tunisie. Allez-y. Et Avec... parce qu'en fait, il y a une scène de La Petite Bonne qui se passe en Tunisie. Vous ne pouvez pas le savoir. Ah ouais? Et en fait, mon père est né à Tunis et ma grand-mère aussi. Ah, Et donc mon père, il est revenu en France à l'âge de 13 ans, quelque chose comme ça. Quand même. Voilà, au moment de l'indépendance. Oui. Et donc, il a grandi à Tunis et ma grand-mère aussi, puisqu'elle est née là-bas. Et c'était son arrière-grand-père qui était prof de français au lycée français de Tunis. Voilà. Bah, ah, nous d'accord. voilà des racines communes. Voilà, Donc, donc votre arrière-grand-père, peut-être le prof de Le, l'arrière-grand-père de le Zineb. prof, ouais, peut-être le Exactement. prof de mon grand-père. Ouais. voilà. C'était au lycée Carnot, à Oui, c'est ça, Tunis. il était prof au lycée Carnot. Ah Certainement, bah c'était voilà. ce prof. Ah non, ne me dites pas ça. Et- J'ai étudié au lycée Carnot quand il oui, était bah, mon père et son frère aussi, ils sont allés quand ils étaient petits. bah, ça nous fait Eh très ben, plaisir, vous voyez, ça nous fait chaud au cœur. Euh, Ouais. bon, Et donc, oui, pour allez. revenir sur l'anecdote qui se passe en Tunisie, en fait, l'histoire, j'ai tout inventé dans La Petite Bonne, sauf l'histoire de la pipe cassée. Ah, d'accord. En fait, quand ma grand-mère, elle était enfant, enfin non, elle n'était pas enfant d'ailleurs, elle était jeune fille au moment de la Deuxième Guerre mondiale, et son frère aîné était aviateur. Et donc elle était infirmière à Tunis pendant la guerre, à s'occuper des blessés. Et son frère était aviateur et il a passé toute la guerre sans être blessé. Et quelques jours avant la fin de la guerre, mon arrière-grand-mère se promenait dans Tunis et il y a une bohémienne qui lui a attrapé la main et qui a commencé à lui lire les lignes de la main Oui. en lui disant ne touche pas une pipe à tête d'homme, ou sinon il va arriver un grand malheur. Et évidemment, elle est rentrée chez elle et elle a tripoté toutes les pipes à tête d'homme qu'elle avait jusqu'à ce qu'elle en casse une. Et le lendemain, elle a appris que l'avion de son fils avait été touché au-dessus de l'Allemagne et Oh, qu'il était mort. oh là là. Mais vous savez que ce passage m'a beaucoup émue parce que je suis quelqu'un de très superstitieux et je disais, mais voilà, voilà, quand on va provoquer Le destin, ouais. c'est une histoire, enfin, c'est une anecdote, une Ouais, vraie, quoi. D'accord. ouais, en fait, ma grand-mère est décédée il n'y a pas très longtemps, à 102 ans. Oui. Et, euh, et donc, c'est mon oncle qui m'a raconté ça, cette histoire, cette anecdote-là. Et quand il me l'a raconté, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Oui. Tellement romanesque qu'il fallait vraiment que j'arrive à la mettre quelque part. Et j'étais en train d'écrire La Petite Bonne. Et en fait, j'ai réussi à la glisser dedans. Ah bah, franchement, Voilà. c'était bien glissé. Bien Et distillé. s'il faut, c'est votre grand-mère qui a soigné le grand-père de Zainab à l'hôpital. De savoir, voilà. En tout cas, elle s'occupait des blessés, oui, oui, pendant Oui. la guerre. Et j'imagine que cette bohémienne, elle n'existe plus, hein, parce que sinon, non, elle était forte quand même, hein. Voilà. Bah, ma grand-mère, elle est morte à 102 ans, donc la bohémienne, elle devait être encore plus âgée. C'est ça, voilà. Et, mais oui, oui, et donc en fait c'est amusant parce que dans les critiques, je lis de temps en temps les critiques des lecteurs en fait, et il y a plusieurs personnes qui ont dit oh, cette histoire elle est complètement incompréhensible, puis alors l'histoire de la pipe, franchement c'est la cerise sur le gâteau, on n'y croit pas une seconde. Ah Et moi non, j'aime Alors, répondre que pour le coup c'est la seule chose vraie. non, franchement, surtout ça, que- comme je suis superstitieuse, ça m'a vraiment beaucoup marqué cet épisode.
Oui, Euh, et alors en plus, je l'ai écrite sans faire le lien avec l'expression casser sa pipe. oui, c'est vrai, Oui. casser sa pipe, oui, 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 tout Et à puis, en fait, avec le recul, ça m'est venu, en fait. C'était un fait. peu fou, ça, hein. Oui, ouais, absolument. Euh, Voilà. Bérénice, oui, Zainab? Je peux poser ma dernière question? Allez-y. Oui, on l'a oublié, Ouais, excuse-nous. On ouais. Ouais. est dans les En fait, anecdotes et dans la petite vie. c'est un peu pour conclure. Donc, qu'est-ce que l'écriture de la petite bonne vous a appris en tant qu'écrivaine et en tant que personne? Vous voulez dire le processus d'écriture ou ce qui est arrivé après avec... Oui, c'est-à-dire en écrivant là, et puis le fait de voir un peu l'écho de ce roman chez les lecteurs, en ayant gagné le prix, donc tout ce qui est venu après aussi. Alors, déjà, ça m'a montré que je, je- cet enthousiasme que je ressens quand j'écris, en fait, il n'est pas que pour moi, puisque les lecteurs derrière sont en écho à cet enthousiasme-là. Donc ça, je trouve que c'est, pour un écrivain, c'est chouette, en fait, de se dire que ce qu'on écrit, une fois que c'est écrit et que c'est publié, ça ne nous appartient plus tout à fait, mais qu'on a transmis quelque chose. Euh, alors, qui parfois, ça marche pas, hein. Mais la plupart du temps, les gens, en tout cas, sont heureux d'avoir lu La Petite Bonne et ça procure chez eux, bah, je sais pas, une petite montée d'endorphine ou j'en sais rien qui fait qu'on se dit qu'on aime lire et qu'on aime s'attacher à des personnages et que même si finalement c'est que de la fiction et c'est que des mots, ça a provoqué quelque chose de fort entre eux et moi, à distance, quoi. Ça ne vous a Donc pas ça, fait peur d'arriver après le prix Goncourt Au revoir là-haut, qui a aussi traité la question des gueules cassées bah, avec le personnage. alors j'y ai pas pensé en fait. Non, Moi enfin, j'ai lu Au revoir là-haut, mais voilà, j'ai lu La Chambre des officiers. Chambre des officiers aussi. Voilà, mais j'ai cette fascination pour les gueules cassées, je dirais depuis l'enfance en fait. C'est quelque chose qui me, ouais, qui me fascine, qui m'intéresse. Je me demande comment est-ce qu'on faisait pour vivre avec cette tête-là, quoi. C'est Euh, parce En, que, en fait, on n'arrive pas comment dire, à ne pas penser à ces deux œuvres parce que c'est vrai, c'est tellement rare de parler de cet aspect de la guerre que c'est vrai que voilà, ça se compte sur les doigts de la main, quoi. mais en fait, moi, ma vraie référence d'écriture, alors oui, évidemment, il y a Au revoir là-haut et il y a Marc Duguin avec La Chambre des officiers parce qu'on a vu les films, qu'on a lu les Oui. livres et qu'on en a parlé. Mais moi, ma vraie référence de gueule cassée, en fait, c'est Philippe Lançon dans Le Lambeau. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre extraordinaire. Non. Philippe Lançon, en fait, c'est un journaliste qui a été canardé au moment de Charlie Hebdo. Ah, d'accord. Il était ami avec toute l'équipe de Charlie Hebdo et il venait régulièrement à leur réunion hebdomadaire pour dire bonjour à ses copains. Oui. Et en fait, il était là ce jour-là et il s'est fait tirer dessus et il s'est fait arracher la mâchoire. Ah, Donc, donc il a survécu, mais il a passé des années à l'hôpital, protégé parce que forcément, il avait une protection policière, personne ne pouvait rentrer dans sa chambre, à ne pas pouvoir parler, à subir une vingtaine d'opérations pour reconstituer le bas de son visage. Et c'est ça, le lambeau, en fait, c'est ça, c'est le nom que sa chirurgienne a donné à ce morceau qu'on lui a greffé en je sais pas combien d'opérations. d'accord. Et il faut vraiment le lire, ce livre, il est merveilleux. Bah, écoute, Et, on sort avec beaucoup de lectures là à l'issue de cette rencontre. et en Voilà. fait, c'est lui ma gueule cassée. Parce que son D'accord. témoignage raconte ça, en fait, comment survivre alors qu'on ne peut plus parler, qu'on ne peut plus voir personne, qu'on est enfermé dans une chambre d'hôpital à ressasser un truc affreux qui lui est arrivé. Et en fait, ce qu'il a maintenu en vie, bah, c'est la musique, c'est la poésie, c'est la beauté d'une façon générale. Il passait son temps à se réciter des poèmes et à écouter du Bach. Et, euh, et le livre raconte ça, en fait. C'est un livre vraiment merveilleux. Et Autant je peux lire un truc qui s'est passé à la Première Guerre mondiale en me disant c'est loin, c'est presque pas vrai, quoi. Autant me parler de quelqu'un qui, de nos jours, il lui est arrivé ça et tout, je pense que ça serait insoutenable.
C'est un livre à lire vraiment. C'est dans le panthéon de ma littérature, il est dedans, hein. D'accord. C'est vraiment un livre magnifique sur, sur la douleur et la souffrance, certes, mais aussi sur la beauté et sur l'art. En tout cas, Bérénice, on vous remercie beaucoup déjà de votre disponibilité et de tout cet échange super intéressant. Cerise sur le gâteau, le fait de découvrir que vous avez un peu la moitié de votre, enfin, une partie de votre cœur qui est dans notre pays. Ce livre, je pense aussi qu'il vous a apporté non seulement l'adhésion des lecteurs, mais aussi le contact avec des lecteurs de De tout, partout. voilà, de partout. Je pense que c'est un livre qui sera peut-être amené à être traduit, mais aussi peut-être adapté au cinéma. Et donc là, vous allez envahir le monde avec vos mots, avec cette beauté formelle sur la forme, mais aussi sur le fond. J'espère que vous avez apprécié le rendez-vous avec nous. Beaucoup. Merci pour cette invitation. C'était très riche de pouvoir échanger avec des lectrices qui ont lu, en fait. Parce que quand je fais des rencontres, il y a toujours des gens qui n'ont pas lu et on va forcément moins loin dans les explications et dans la démarche vraiment du lectorat, puisque il ne faut pas dévoiler la fin et parler justement de toutes ces choses qui vous ont questionné. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous Et laisse lui dire au revoir, les filles. Merci Bérénice. merci beaucoup, merci. Au Merci prochain beaucoup. roman. À Oui, bientôt. il est en cours. Ah bah écoutez, on a hâte. Ah, Alors, c'est un scoop.